Cet épisode a une distance de 6,5 km à un pace de 6 minutes. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Aujourd'hui, on reçoit un policier. C'est un sergent aux relations publiques et communautaires de la police de Trois-Rivières qui va venir nous parler de sécurité publique. C'est quoi nos droits, c'est quoi nos responsabilités et surtout, c'est quoi les lois en vigueur quand on court sur les pistes. Avant d'y aller, j'ai la question la plus importante de la semaine. Bill, as-tu couru cette semaine? Oui, mon ami, j'ai couru pas plus tard que ce matin. J'en ai parlé sur un autre épisode et puis j'avais un petit crunch dans le temps. Là, on enregistre sur l'heure du dîner aujourd'hui, ce qui fait que j'avais prévu aller courir ce midi. Impossible, ce soir, je suis occupé. Je suis allé ce matin avant le travail, donc je me suis rendu au travail en voiture. Je suis allé faire ma course, je suis rentré, j'allais me doucher, frais dispo, 8h30, j'étais à mon poste. Fait que je me suis créé un petit bloc de temps ce matin là, pour aller faire ma course. Toi, Coach Frank, est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Je dirais juste business as usual. Je veux dire, je suis mon programme, tout va bien, pas de blessures. On a eu quelques petits redoux dans les dernières semaines. Fait que c'est agréable de sentir cette énergie-là, un peu moins patate pilée et un peu plus de chaleur. Vraiment, c'est vrai que c'est le fun. Puis, on a des petites portions d'asphalte aussi là, qui commencent à se pointer du nez. Même s'il y a des bordées de neige, je trouve ça le fun. Cette semaine, moi aussi, je courais sur l'asphalte. Ça fait du bien. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que ça faisait quand même longtemps qu'on voulait traiter, qui était tout ce qui est la sécurité des coureurs, mais par rapport à la voie publique, quelles sont nos obligations, où on doit se positionner. Et puis, aujourd'hui, comme Frank l'a présenté, on reçoit Luc Mongrain, qui est sergent aux relations publiques et communautaires de la direction de la police de Trois-Rivières. Et aux premiers abords, c'était drôle parce que quand je l'ai contacté, il m'a dit « je pense pas qu'on ait grand-chose à dire, c'est comme un piéton ». Et je l'ai relancé en disant « Moi, je pense qu'on a beaucoup de rappels et de sensibilisation à faire auprès des gens parce que dans les groupes de coureurs, j'entends tout et son contraire. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, puis il y a peut-être des choses qu'on croit bien faire et finalement, on n'est pas du tout sur le code de la route. » Mais donc, bienvenue, Luc Mongrain. Première question la plus importante, est-ce que tu as couru cette semaine? Bien, écoutez, je prévoyais même y aller ce midi, donc on va déplacer ça en fin de journée. Mais oui, je suis un coureur récréatif, sans grande envergure, mais minimalement 3 séances par semaine. Donc, dans le but de se maintenir en forme avant la retraite. 3 fois par semaine, j'appelle ça de la constance. Puis les gens ne vous voient pas en vidéo, mais vous avez l'air très en forme. Donc. Ben, écoute, c'est ça, on maintient des choses qu'on a commencé dans la jeune vingtaine, donc on espère pouvoir garder ça le plus longtemps possible, naturellement, avec ce que le corps nous permet de faire. Pour commencer, pour ouvrir le sujet, on dit oui, c'est la sécurité, le code de la sécurité routière, qu'on soit piéton ou coureur, il n'y aurait pas vraiment de différence. Mais en général, donc c'est quoi les grandes généralités? Puis on a quelques questions de suivi. Moi, j'ai des cas vraiment particuliers là, que j'ai hâte de vous entendre. Pas de piège, évidemment, mais que ce soit les types de feux, les bandes, etc. Mais juste les grandes généralités de la sécurité routière pour les piétons. De quoi on parle? Bien, écoutez, oui, d'entrée de jeu, c'est un rappel. Le code de la sécurité routière a plusieurs dispositions, mais il y en a une précisément qui vient vraiment encadrer là, tout le volet piéton. Donc, on parle de feu de circulation, corridor de marche, passage pour piétons, sens de la circulation. Donc, oui, pour tout un chacun, ça peut paraître anodin, mais oui, ça vaut sûrement la peine qu'on s'y attarde minimalement aujourd'hui dans le but de clarifier certaines questions provenant de vos auditeurs. Moi, avant d'y aller, j'ai regardé, je suis comme tombé l'autre jour, je voulais savoir si j'avais le droit de me stationner. J'étais allé sur stationnement, réglementation, je suis tombé sur la loi québécoise et ensuite, je suis tombé sur le site de la Ville de Montréal et il y a quelques petites différenciations. Est-ce que c'est le cas aussi pour les piétons? Est-ce que c'est uniforme ou chaque municipalité pourrait avoir une loi différente ou des subtilités dans la réglementation?
Ben, c'est bien de faire ce que vous dites dans le sens où, oui, si on parle de réglementation, bon, at large, applicable au public en général, bien naturellement qu'on a le code criminel qui est fédéral. Par la suite, on a des réglementations provinciales, comme le code de la route qui en est une, mais également les villes ont le pouvoir d'instaurer des réglementations municipales. On parle notamment du bon ordre, de troubler l'ordre public, ces choses-là. Mais à ce que vous faites référence ici à Trois-Rivières, on n'a aucune réglementation spécifique pour venir, je dirais, dédoubler une réglementation provinciale. Donc, nous autres, le travail des patrouilleurs se base vraiment sur le code de la sécurité routière pour encadrer tous les déplacements au niveau des piétons. Ce qui n'empêche pas qu'une ville au Québec pourrait avoir certaines dispositions plus spécifiques pour les piétons, c'est ça? Ultimement, dans certains secteurs de grandes villes, notamment où ils ont des pistes cyclables particulières qui viennent juxtaposer des chaussées, ben oui, il n'est pas impossible que des villes comme Montréal, par exemple, puissent avoir une certaine réglementation, mais qui ont eux-mêmes édicté. Donc, la morale de l'histoire, on peut justifier au code québécois, mais allez quand même voir sur le site de votre ville si vous avez des questionnements. Tout à fait. Je commencerai par les traverses. Parce que moi, j'en connais 2 types de traverses, ceux qui sont lignées jaunes, ceux qui sont lignées blanches. Mais j'aimerais ça, 1, est-ce qu'il y en a d'autres? Puis 2, c'est quoi les différences? Souvent, c'est la question qui nous est posée dans le sens où ce sont des bandes hachurées qui sont peintes sur la chaussée. Lorsqu'elles sont jaunes, ça signifie que ça délimite un passage qui est situé à l'extérieur d'une intersection. Comparativement aux lignes blanches, que lorsqu'on se met dans un quatre coins, on va appeler ça comme ça, les bandes vont être peintes en blanche parce qu'elles sont situées dans une intersection. Donc, c'est la seule disparité. C'est un petit peu dans le but d'avoir un accroche-l'œil, compte tenu qu'elles sont peintes en jaune et qu'elles ne sont pas situées dans une intersection. Donc, on espère que les conducteurs font preuve de plus de vigilance dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a une notion de priorité piéton? J'avais compris, moi, que la jaune, on était priorité piéton, puis qu'une blanche, pas nécessairement parce qu'il y avait un feu qui allait nous donner une indication différente. Est-ce que je suis dans l'erreur? Bien, c'est-à-dire que c'est sujet à l'interprétation. La jaune qui est située hors intersection, bien, vraiment, c'est le piéton qui devrait avoir priorité. Donc, que ce soit un cycliste qui s'en vienne ou que ce soit un conducteur dans son véhicule, lorsqu'il y a un piéton qui est en bordure de la chaussée, qui signale plutôt clairement son intention de traverser, bien, logiquement, le conducteur de ces 2 types de véhicules-là devrait s'immobiliser pour laisser passer le cycliste. Malheureusement, tout le monde a constaté que ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Donc, lorsqu'on revient aux bandes blanches qui sont situées à l'intérieur d'un quadrilatère, d'une intersection, par exemple, bien là, il faut vérifier à savoir dans un premier temps, est-ce qu'on a un feu de piéton qui va venir là, vraiment permettre la traverse exclusive de piétons. Donc, si tel est le cas, bien oui, on appuie sur le bouton et on attend vraiment notre droit de passage. Lorsque certaines intersections n'en sont pas munies, à ce moment-là, bien, le piéton doit se rabattre sur la couleur du feu qui va lui permettre de traverser. Donc, ne peut pas traverser sur un feu rouge, mais attendre le feu vert. Donc, c'est un petit peu là, ce qui se passe là, en termes de droit de passage. Ça devance nos questions, puis c'est vraiment intéressant ce bout-là, parce que moi, je voulais savoir justement s'il y a un feu de piéton à ce moment-là, on dit qu'il y a préséance. Fait que même si la lumière des voitures, disons, est verte, si mon feu de piéton ne l'est pas, ne m'invite pas à traverser, techniquement, je n'ai pas le droit de traverser, c'est ça? Effectivement. Oui, parce qu'il y a certaines intersections que le feu va s'allumer automatiquement à chaque passage, mais il y a d'autres fois où ce qui va être seulement là en fonction lorsque le piéton aura appuyé sur un bouton. Donc, on va attendre souvent quelques minutes avant d'obtenir son droit, mais oui, à ce moment-là, il doit se résigner à attendre vraiment que le feu de piéton lui permette de traverser. Puis y a-tu, parce que nous à Montréal, on a le feu piéton, puis ensuite on a la main, là, je pense que c'est standard dans beaucoup de municipalités. Mais qu'est-ce qui arrive quand on commence sur le piéton puis que c'est la main? On a le droit quand même de terminer le passage, j'imagine? Tout à fait. La main, là, c'est comme le feu jaune d'un feu de circulation normal. Donc, lorsqu'on voit que la main commence à clignoter, bien, on va presser le pas un petit peu plus en se disant, OK, là, c'est le point de devenir fixe. Donc, lorsque la main est affichée de façon fixe, bien là, c'est terminé. Notre droit est suspendu. Super. Coach Frank, la main, toi, tu la vois comme un stop, mais c'est l'inverse. Elle te dit, ah ouais, viens-t'en. Dépêche-toi, c'est ça. Dépêche-toi. Elle me fait signe, viens-t'en par ici.
Mais je suis content qu'on le précise, le feu des voitures versus le feu des piétons. Dans certains groupes de course, même notamment à Trois-Rivières, j'avais vu cet été un coureur qui avait eu une contravention parce qu'il avait traversé sur une lumière verte de voiture alors que le feu de piéton ne lui permettait pas. Donc, ce que je comprends, c'est que si le feu de piéton est là et qu'il ne nous permet pas, même on s'expose à une contravention si on traverse. Bien, naturellement, le feu de piéton a préséance. Donc, ce sont des équipements qui ont été rajoutés dans le but de vraiment venir sécuriser les traverses piétonnières parce que soit que le flot de circulation est plus important, et puis plus souvent qu'autrement ici à Trois-Rivières, lorsque c'est activé, bien, ça bloque les 4 sections. Donc, vraiment, ça vient sécuriser la totalité de l'intersection. Alors que dans certaines intersections, ce n'est pas toujours le cas. Mais de toute façon, ce qu'on dit aux gens, ben oui, priorité, votre feu de piéton, mais prenez pas ça pour une police d'assurance, parce qu'on s'entend qu'il y aura toujours des gens avec la distraction au volant pour toute autre raison. Et puis, malheureusement, il arrive encore trop d'accidents là, qui impactent des piétons et des véhicules. J'aime que vous parliez de la distraction des gens. J'ai l'habitude, puis je ne sais pas si vous avez d'autres conseils comme ça. Quand je vais traverser une rue, je vais m'assurer de faire un contact visuel avec le conducteur avant de traverser. Je ne traverserai pas si, supposons, il ne regarde pas, il ne m'a pas vu, je vais vraiment arrêter. C'est un petit truc que moi j'utilise, mais je ne sais pas si vous avez d'autres conseils parce que c'est beau avoir priorité, mais si un véhicule de 1000 livres nous roule dessus, on n'a pas grand priorité sur notre santé. Fait que je ne sais pas si vous avez d'autres conseils comme ça. Bien, c'est-à-dire que c'est tellement pertinent ce que vous dites, le contact visuel, puis on va faire du pouce là-dessus. Moi, dans mon secteur, moi et ma conjointe, on marche quotidiennement. Et puis, bon, le trajet qu'on emprunte est souvent le même. Et puis, il y a entre autres une intersection qui est réglée par 4 feux pas 4 feux, c'est 4 signaux d'arrêt, donc 4 stops. Et puis, nous autres, par défaut, ben, on passe là, puis on prend pour acquis que les gens vont voir le panneau de stop. Et puis, bon, quand on voit le véhicule, ben, il est suffisamment loin, on se met en branle puis on traverse. Mais justement, à 2 reprises, l'automne dernier, les gens, pour une raison que je ne connais pas, ont fait fi du panneau d'arrêt et ont continué à une vitesse d'environ 40 à 50 km. Donc, si on ne se serait pas méfié en disant, mais regarde, il y a le panneau d'arrêt, logiquement ou obligatoirement, le véhicule va s'immobiliser. Il nous voit, on est visible, puis, mais c'est ça. Donc, à 2 reprises, on aurait pu se faire, peut-être même se faire tuer, on va dire ça comme ça, parce que les gens ont passé complètement free sur ce panneau d'arrêt-là. Donc, oui, un contact visuel puis ne rien prendre pour acquis parce qu'on sera en mesure d'en sortir des choses comme ça quotidiennement. C'est sûr qu'en tant que piéton, on est plus vulnérable. Puis c'est un peu ce que je me plais à dire aussi. Tu as beau avoir raison, c'était à mon tour, mais si tu te fais frapper, c'est toi qui as le pire des désagréments de toute manière. Fait que tu peux avoir raison et vérifier en plus. Exactement, oui. Même moi, encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut ou si c'est une bonne pratique, mais dans certaines intersections, ce que je vais prendre comme habitude, c'est de signaler un peu comme à vélo. Disons, entre autres, pour les traverses de pistes cyclables. Il y a les pistes cyclables qui traversent de façon perpendiculaire des voies. Mais généralement, je vais annoncer mon intention de traverser avec ma main. Ou si jamais, ça donne que moi, je quitte la piste cyclable-là pour prendre la rue, je vais aussi l'annoncer aux automobilistes pour dire « Arrêtez pas pour rien, moi, je tourne ici ». Fait qu'il y a certaines intersections où, en tout cas, moi, je trouvais que ça valait la peine de signaler mon intention pour enlever une ambiguïté, que ce soit pour ma sécurité ou pour annoncer aux gens, vous pouvez y aller, moi, je ne passerai pas là, je vais tourner. Là. C'est une excellente habitude parce que ça devient un geste de courtoisie également. Donc, plutôt que le véhicule s'immobilise pour comprendre ultimement que vous ne continuez pas, que vous tournez soit à gauche, soit à droite, oui, lui, il n'aura pas besoin de s'immobiliser complètement, il va seulement ralentir et repartir. Donc, oui, c'est courtois, mais ça vient dénoter aussi, ça vient attirer l'attention. Fait que c'est ce qu'on dit, là, quand on mentionne qu'un piéton devrait démontrer clairement son intention de vouloir traverser, ça l'implique un geste, ça l'implique de dire, regarde, moi, je lève la main, est-ce qu'on se voit, est-ce que tu comprends mon intention? Et puis là, à ce moment-là, quand le message est compris de part et d'autre, ça vient sécuriser la manœuvre. Je ferai un petit retour sur les feux. Il y avait d'autres points que je voulais adresser. Tantôt, on parlait de la séquence de je pèse sur piton, je l'attends. Là, ce que je comprends, c'est que de toute manière, on n'a pas le choix. Je pense que quand même, c'est un peu à géométrie variable selon les intersections ou même les villes. Je pense que, de mon expérience à Trois-Rivières, des fois, ça peut être long quand on pèse. Puis on a un peu l'habitude de dire là, je ne dérangerai pas les conducteurs, je ne pèserai pas, il n'y a personne, je vais y aller parce que si je pèse puis je m'en vais, tout le monde va arrêter pour rien. Mais il faut s'enlever ça de la tête, finalement, dire c'est beaucoup plus prudent
et c'est selon le code surtout. C'est-à-dire, quand on appuie sur le bouton, on attend notre passage, même si les coureurs se platent, on est obligé d'arrêter, entre guillemets, de refroidir, on perd notre air d'aller, mais c'est vraiment la chose à faire. Tout à fait. Puis je comprends très bien ce que vous dites parce que je le vis quasi quotidiennement à l'été parce que je voyage en vélo. Puis pour ne pas nommer l'endroit où vous parlez, c'est quand même le boulevard des Récollets qui a été sécurisé dans les dernières années avec des feux de circulation pour justement le tenter d'éviter certains accidents. Par contre, ce feu-là est contrôlé, comme vous le dites, par un feu de piéton. Et moi-même, lorsque j'arrive à cet endroit, j'appuie sur le bouton et j'entends le feu qui ne vient pas rapidement. Je comprends que certains se découragent et se disent, regarde, je suis encore capable de traverser une chaussée puis être sécuritaire. Mais malheureusement, lorsque ce genre d'équipement est apposé là, on doit l'utiliser, puis on doit l'utiliser convenablement. Oui, souvent on fait des campagnes de sensibilisation pour rappeler ça chaque été auprès des coureurs et des cyclistes. Mais on a déjà souligné le tout à la ville de Trois-Rivières ici en disant regarde, ça vient décourager, puis ça vient peut-être même ultimement faire en sorte que les gens ne l'utiliseront tout simplement pas. Et puis, ce qu'on nous répond, c'est qu'entre autres, sur ce boulevard-là, il y a toute une séquence de chronométrage de feux de circulation. Donc, le simple fait de le mettre à la demande, parce que ça viendrait perturber l'ensemble de la synchronisation du boulevard des Récollets. Donc, on ne peut tout simplement pas le faire, mais c'est la raison pour laquelle on poursuit notre sensibilisation et on dit aux gens d'être patients et de l'utiliser pour sécuriser leur traverse. C'est vraiment intéressant le point de dire que si c'est trop long, que c'est pas utilisable, ça peut venir qu'à décourager les gens. Je pense que oui, ça, à la limite, c'est un message qu'on pourrait passer à nos villes, si jamais il y a ça. Puis on comprend qu'il y a des raisons derrière ça. Moi, je prends une expérience que j'ai eue à Ottawa, par exemple, où vraiment, je trouve que la ville est peut-être un peu plus axée sur les piétons. Quand on appuie, c'est pas un tour complet de lumière avant que ce soit notre tour. Généralement, c'est tout de suite après ou un feu après, mais c'est pas une tournée du quadrilatère complet. Ou effectivement, voir des Récollets, ça peut prendre 5, 6 lumières avant qu'on passe, puis c'est vrai que c'est décourageant, mais ça reste la bonne pratique. L'autre coin, moi, qui m'embête toujours le plus, c'est celui qui est littéralement sur le coin du poste de police de Trois-Rivières, qui est à peu près le même setup avec une lumière, un boulevard qui passe. Celui-là, je suis un peu plus gêné, je vous avouerai de le passer sans passer sur piton. Je me dis, ouais, ils sont là puis ils me regardent par la fenêtre. Je pense que je vais passer sur piton. Puis même si vous passez dans les bonnes heures, je dirais à partir de 11h45, on a plusieurs coureurs qui quittent le poste dans le but d'aller rejoindre la piste cyclable avec cette intersection-là. Puis nous-mêmes, je veux dire, regarde, on tente de montrer l'exemple. On attend, malheureusement, on attend le temps qu'il faut. Mais je dois dire qu'il est quand même un petit peu moins long que celui sur des Récollets, tout dépendant dans quelle séquence on arrive. Mais je tiens également à faire du pouce là-dessus que la ville de Trois-Rivières commence à être proactive, a commencé à mettre des feux clignotants sur certaines intersections. Donc, on parle notamment ici la rue Sainte-Marguerite, on parle du boulevard des Forges, plus haut dans le secteur justement des Forges, et on va en voir de plus en plus. Et donc, ces feux-là sont vraiment à la demande, par exemple. Donc, les gens, par exemple, qui veulent accéder à la cour de l'université par le biais de la rue Sainte-Marguerite, il y a directement un feu qui est en bas. C'est installé l'automne dernier. Donc, dès qu'on appuie, il y a des feux clignotants qui se mettent en fonction. Et ça, c'est un visuel qui vient rappeler aux automobilistes, regardez, là, vous devez vous immobiliser, il y a quelqu'un qui traverse ou qui s'apprête à traverser. Donc, celui-là, il est instantané. Donc, oui, ça vient être beaucoup plus facilitant de l'utiliser là, par rapport aux autres qui sont jumelés à des feux de circulation. Je vois exactement ce que vous voulez dire. Puis pour les auditeurs qui ne connaissent pas le coin, c'est que c'est vraiment... Il n'y a pas de feu rouge pour les automobilistes. Par contre, c'est qu'un piéton qui va appuyer, il y a une bande jaune au sol, il y a une affiche avec le symbole de priorité piéton qui est là d'emblée. Mais si on appuie sur le bouton, ce que je comprends, c'est qu'il y a des feux jaunes clignotants en plus pour attirer l'attention. Mais il n'y a pas de signal d'arrêt pour les voitures. C'est vraiment pour attirer l'attention encore un peu plus qu'il y a un piéton qui vient de signifier son intention de traverser ici. Soyez vigilants, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, ce sont des passages qui sont situés, comme on le mentionnait, hors intersection, mais dans le but d'accroître la visibilité ou la vigilance des conducteurs, là, la ville a commencé à prémunir certains passages de feux scintillants là, qui sont vraiment là, visibles de loin. Donc, c'est vraiment un bel outil pour sécuriser les traverses de piétons.
Je demande la question pour un ami. Mettons qu'il y a un coureur malcommode qui pèse dessus sans traverser juste pour gosser les automobilistes. Peux-tu avoir une étiquette? C'est une très bonne question. Je dirais même que c'est une très bonne colle. Je n'avais pas ça à portée de main. Mais je pourrais me renseigner. C'est sûr que, bon, oui, ça va faire ultimement ralentir la circulation. Est-ce que ça demeure une infraction qui est prévue dans le code de la route rapidement? Je n'ai pas la réponse. Super, on mettra la réponse dans les notes de l'épisode. Malcommode, Coach Frank. Ouais, mais ça flash fort, c'est le fun. Encore une fois, dans le pas legit, là, à Trois-Rivières, il y a des feux comme ça clignotants ou une traverse de piste cyclable, encore une fois. Puis, de temps en temps, il y a des gens qui vont apposer des autocollants de Batman dessus. C'est vraiment beau, mais faites pas ça, là, parce que c'est du vandalisme, mais c'est vraiment cool. Le logo de Batman qui flash à la piste cyclable, ça attire l'œil. Puis je trouve que ça remplit en quelque sorte la mission, parce que ça nous rappelle, oh, il y a peut-être quelqu'un qui peut passer là. Ben, effectivement, c'est un beau clin d'œil. Oui, j'ai remarqué personnellement ça. Puis oui, ça nous fait toujours sourire quand on voit ça. Ce genre de plaisanterie-là. Par rapport aux feux de piétons, j'ai vu une publication de la Ville de Trois-Rivières, encore une fois, sur les feux concourants. Ça, j'aimerais ça comprendre un peu mieux. Puis, qu'est-ce que ça implique pour les piétons? Écoutez, je ne sais pas si vous faites référence à une certaine programmation qui est faite dans le but de faciliter le passage des autobus ou même des véhicules d'urgence. Je ne sais pas si c'est à quoi vous faites référence. Non, c'était plutôt les feux que, si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est qu'il y avait une priorité piéton pour quelques secondes, puis après ça, la lumière verte des automobilistes arrivait. Puis là, ils peuvent tourner s'il n'y a plus de piétons, mais que le piéton avait comme une longueur d'avance pour commencer à traverser avant que les automobilistes puissent passer, mais que dans un deuxième temps, il y a un droit conjoint, si on veut. Ce n'est pas exclusif aux piétons, sauf dans la première portion. Oui, je comprends. C'est une nouvelle approche qui a été faite, je crois, cet automne. Je ne pense pas que ce soit systématique à chaque intersection munie de feux de piéton, mais oui, bref, on a entendu parler de ça. Moi, je n'ai pas eu de vue de campagne officielle où on a dû, comme je dirais, supporter les communications de la Ville de Trois-Rivières. Donc oui, je suis au courant de ce que vous me dites. J'ai constaté notamment Côte-Rosemont et Cherbourg, mais je ne pourrais pas aller plus loin et dans quel objectif ça a été fait. Mais oui, je comprends, mais malheureusement, je ne suis pas assez ferré ou outillé pour venir dire le pourquoi et le fonctionnement à 100%. Considérant ces feux-là, j'avais eu une expérience qui est ailleurs, dans une autre ville. J'étais en voyage à Valleyfield. J'étais allé courir et puis j'ai traversé. J'étais dans mon plein droit avec mon feu de piéton qui était allumé sur la voie pour les piétons prévus à cet effet. Un gros quadrilatère, par exemple, un genre de 3-4 voies de chaque côté, puis sur les deux axes. Et puis, dans la deuxième portion de la voie, il y a un véhicule qui s'en venait face à moi, finalement, tourné à droite. Je me suis fait invectiver. Il a crié par la fenêtre, il m'a envoyé un doigt d'honneur. Il a passé proche de moi. J'ai eu peur qu'il me rentre dedans. Puis là, je me suis dit, non, mais j'étais à ma place. Tu sais, pourquoi je ne peux pas me sentir en sécurité dans ma traverse? Mais je me suis quand même remis en question. J'étais-tu correct? J'étais sur mon feu, j'étais à ma place. Par contre, lui, il a quand même un feu vert qui, si je ne me trompe pas, était clignotant. Fait que probablement que lui pensait avoir une priorité ultime, sans penser qu'un piéton, finalement, pouvait y être aussi, puis qu'il devait faire attention. Là. Définitivement, ce genre d'ajout-là ou de modification-là peut créer un sentiment de confusion. Et puis, ben, il arrive, bon, comme l'événement que vous venez de mentionner, c'est malheureux. Puis justement, ce qu'on veut, c'est de sécuriser, non pas de mettre en péril la sécurité des gens qui vont traverser à ces endroits-là. Mais le nerf de la guerre, c'est la communication. Nous, on se doit de faire des campagnes de sensibilisation à chaque printemps dans le but de rappeler la priorité des fameux passages piétonniers qui, malheureusement, avec la neige, l'hiver, les conducteurs les oublient parce qu'ils ne les voient plus. Mais la ville fait repeindre ça à chaque printemps. Et puis nous, on en profite à chaque mois d'avril-mai pour rappeler que dès qu'il y aura un piéton, ultimement, c'est lui qui a la priorité à ces fameux passages-là. Donc, c'est un petit peu en lien avec ce que vous dites. C'est vraiment de communiquer. Donc, oui, les améliorations qui ont été faites ou les modifications vont devoir passer par une bonne phase de sensibilisation auprès de la population pour que, d'une part, ils comprennent c'est quoi les enjeux, qui a la priorité, qui doit céder le passage, parce que sinon, on s'y perd et je pense que ça peut créer un petit peu plus de dommages que d'autres choses.
Moi, j'irais avec une question. Je pense qu'on pose toujours des questions qu'on a les réponses, mais ça sera en même temps un rappel pour les auditeurs. Pour les plus vieux d'entre nous, j'écoutais le canal Famille, puis il y avait des messages publicitaires, je crois que c'était je sais pas, sûrement la sécurité publique, qui faisait aux enfants comment traverser au coin de rue. Et il nous rappelait de ne pas traverser en diagonale. Est-ce que c'est toujours de mise aujourd'hui? C'est toujours de mise. On parle toujours d'une traverse à 90 degrés. Et même nos brigadiers qui c'est-à-dire qui travaillent dans des intersections doivent interdire aux jeunes de traverser en diagonale. Donc, bon, ça prend plus de temps, mais on traverse du nord au sud et de l'est vers l'ouest, plutôt que de traverser en diagonale. C'est vraiment ce que le code prévoit. Et nous autres, on tente d'en faire la sensibilisation et l'application. Puis moi, j'aimerais retourner un petit peu en arrière parce que, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens puis je ne sais pas, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas correct, mais quand j'étais jeune, j'ai entendu que quand on est piéton, on va face à la circulation pour voir les autos venir. Et quand, supposons qu'on est en vélo ou en véhicule, bien évidemment, on suit la route. Est-ce que c'est de mise? Est-ce que c'est moi qui propage une mauvaise information? Parce que souvent, tu sais, je suis sur un trottoir, puis moi, je suis face au véhicule, puis là, je croise plein de monde qui s'en viennent dans l'autre sens, puis je me demande, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je suis du bon bord? Ben, on voit que vous avez une bonne mémoire. Donc, a priori, lorsque les gens courent sur une chaussée qui a des trottoirs, ces gens-là doivent malheureusement ou heureusement les utiliser. Il y en a qui disent, c'est plate parce qu'il y a toujours de la dénivellation, donc on doit constamment s'ajuster aux montées et aux descentes, mais c'est la seule façon d'être sécuritaire. Lorsque certaines chaussées n'en sont pas munies, ben oui, effectivement, le piéton a le privilège d'utiliser la chaussée, mais encore faut-il qu'il le fasse à sens contraire à la circulation pour effectivement voir venir un danger potentiel et se tasser le cocher. Est-ce que ça s'applique aussi au trottoir? Non, pour les trottoirs, lorsque vous courez sur un trottoir, à ce moment-là, ça peut être durant le sens de la circulation ou à l'opposé, ça, il n'y a aucun problème. Vous êtes sécurisé du fait que vous êtes sur le trottoir. Super. C'est vraiment quand il n'y a pas d'espace prévu pour les piétons qu'on doit être sens contraire de la circulation. C'est ça, oui. Même s'il y a un trottoir juste d'un côté, c'est celui qu'on doit prendre. On ne peut pas prendre la voie, même si on serait face à la circulation. Dès qu'il y a un trottoir, c'est ce qu'on doit privilégier. C'est ça. Le code mentionne que dès qu'il y a un trottoir, ultimement, le piéton doit l'utiliser, mais ne mentionne pas si c'est seulement sur un côté. Mais dès qu'il y en a un, effectivement, que l'obligation est maintenue. Super. En toute transparence, Coach Frank, moi, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas traverser en diagonale. C'était une vraie question. OK. Puis les feux, tantôt, tu parlais de la main, là. Mais donc, là, ce que j'en comprends, c'est que souvent, je vois des gens qui traversent en diagonale puis qui ont tout juste le temps. Ça veut dire que ça doit se faire en 2 temps, probablement. Là. Des grandes artères où on traverse, et que je traverse un côté, j'aurai pas le temps de faire la deuxième patte de mon trajet. Il va falloir que je réappuie sur le bouton, que j'attende mon tour pour faire de l'autre côté. C'est ça, oui, puis on le comprend que même pour les écoliers, puis ça pose problème lorsqu'on fait de la formation auprès des brigadiers scolaires, parce que souvent, ces gens-là veulent maximiser leur temps, et puis ils disent, là, moi, c'est parce que je vais devoir attendre deux séquences de feu pour faire traverser mes jeunes. Mais c'est vraiment ça. Je veux dire, ils n'ont pas de passe-droit, les brigadiers, je parle, parce qu'ils ont un dossard ou un panneau d'arrêt dans les mains, fait qu'eux autres sont vraiment soumis. Comme un piéton, de dire, moi, je fais traverser avec un angle de 90, donc d'est en ouest et puis du nord vers le sud. Mais on comprend que plus souvent qu'autrement, ça va prendre 2 séquences dans le but de sécuriser la traverse. J'avoue que ce serait maudit qu'un brigadier montre le mauvais exemple. On fait la formation et puis on doit effectivement assurer des vigies parce qu'il y a certaines mauvaises habitudes qui peuvent se prendre au fil du temps, mais c'est vraiment ce qu'on leur enseigne. Je vais faire un autre petit pas. C'est pas pour trouver un piège, là, mais quand il y a une bande cyclable peinturée sur la chaussée, est-ce qu'on y a accès comme coureur, comme piéton? C'est-à-dire qu'on se rabat toujours sur le code de la sécurité routière qui mentionne piéton. Quand on parle d'une voie cyclable, où souvent on voit le pictogramme d'un vélo, c'est expressément pour les vélos. C'est pour, on appelle ça souvent ici à Trois-Rivières, une voie partagée, une rue partagée. Donc, lorsqu'on voit un vélo, à ce moment-là, le vélo n'est pas tenu de circuler justement sur le trottoir, mais doit utiliser la chaussée dans le sens qui est prévu par les pictogrammes. Mais pour le piéton, ça demeure toujours le trottoir, l'obligation. Ça me sécurisait un peu niaiseux là, d'avoir une ligne par terre. Je me dis, OK, j'ai une place que le véhicule ne peut pas venir. Puis
vous l'avez nommé tantôt, c'est vrai que c'est pas le plus fun courir sur l'asphalte, puis qu'il n'y a pas de montée-descendre, mais j'en comprends que je perds ma place, puis je dois maintenant être sur le trottoir. Tout à fait. On a-tu le droit pour un dépassement? Vous voulez dire, OK, un véhicule. Une dame avec une marchette sur le trottoir, puis je veux juste comme je cours, fait que je veux comme me tasser dans la bande cyclable puis revenir. Est-ce que je commets une infraction? Non, tout à fait. Donc, il y a certaines, je dirais, exceptions qui sont prévues par le code, notamment de la réparation sur le trottoir, un objet, un bac roulant qui a été mis par son propriétaire. On voit ça malheureusement. Là, au lieu de descendre sur la chaussée, on le laisse sur le trottoir. Donc oui, dès qu'il y a un objet qui vient là, entraver le passage du piéton ou du coureur, ben oui, c'est permis là, momentanément de descendre du trottoir pour le reprendre un peu plus loin. Là. On parlait de la course sur la chaussée tout à l'heure, mais les autoroutes, c'est évident là, que les piétons n'ont pas d'affaires là. Mais sinon, est-ce qu'il y a des endroits où on ne devrait pas être? Une route à 70, 90 km/h, est-ce que comme piéton, toujours s'il n'y a pas de trottoir, là, est-ce que je peux y aller, être face au trafic, courir dans l'accotement aussi? Bien, 70 km, oui. Ça, c'est prévu encore par le code que les piétons, donc les joggeurs par le fait même, peuvent l'emprunter, mais là, compte tenu qu'il n'y aura pas de trottoir, on parle plutôt d'accotement, de zone de gravier, ou des fois un faible accotement là, qui est peut-être de 2 pieds. Fait que, bref, il va falloir que le piéton se tienne toujours à sens contraire, naturellement, de la circulation, et puis toujours dans l'endroit qui est prévu là, à cet effet. Mais on comprend que là, le chemin, on appelle ça des voies d'accès limité, donc les autoroutes, les entrées d'autoroutes. Ça, c'est clair que le piéton n'a pas d'affaire là, mais pour les choses à 70 km, il n'y a aucun problème. Puis là, entre les deux, là, un 90 par exemple, une route à 90? Écoutez, la route de 90, j'ai pas eu ça dans mes notes, malheureusement. J'étais plus sur les voies 70, donc je vais tenter de trouver la réponse, puis vous revenir. Super, merci. C'est sûr, j'irai pas avec ma théorie, mais si c'est le seul chemin, je veux dire, on peut pas empêcher non plus les gens de marcher. On y va logiquement. Là. Dire, si c'est le seul chemin d'accès entre 2 points. Il y a une certaine logique qui se dégage, on le comprend. Il faudrait tenter de voir ce que la loi dit pour pas qu'on soit en contradiction avec quelque chose qui a été dicté dans la loi, mais oui, ce que vous me dites, puis moi-même, je fais toujours le saut, je voyage quand même un petit peu, puis dans certains pays, on voit des vélos sur les autoroutes, c'est toléré, et puis on voit des gens qui courent, j'ai vu des compétitions, moi, de cyclistes, puis de courses en bordure d'autoroute, puis moi-même, j'avais les yeux tout ronds, en me disant, ben voyons, mais c'est ça, c'est vraiment culturel. Ici, au Québec, on n'est pas encore là, donc ça doit toujours de s'en remettre à la réglementation, puis je pense que les gens ont tout de même l'effort à faire d'aller minimalement consulter le site de la SAC quand il y a une question à laquelle ils ne trouvent pas la réponse. Ben, moi, je pense qu'on a fait le tour dans le sens que malheureusement, heureusement, pour nous, c'est du commun. Hein? La loi sur les piétons, ça nous parle, on la connaît depuis déjà un certain temps. Par contre, je comprends que les gens, pour la personne qui travaille dans une sphère d'activité qui est tout à fait différente, mais c'est pas toujours évident de la connaître. Donc, c'est pour ça que oui, je me reprends, je me dédoute peut-être encore, mais oui, lorsqu'on tape le site de la SAC et qu'on y accède, il y a plusieurs onglets qui traitent de différents sujets. Et puis, il y a le volet piéton et obligations. Donc, rapidement, on est capable, là, dans quelques clics, d'avoir accès à l'information qui, ultimement, va pouvoir nous éclairer. Puis, dans une part, pouvoir venir sécuriser notre moyen de transport, soit nos pieds, notre corps, mais également là, pouvoir se prémunir d'amende. Parce que oui, les policiers ont l'œil vif, je veux dire, puis c'est pas dans le but de sanctionner là, inutilement ces gens-là, c'est plutôt dans le but de les sensibiliser, parce que oui, encore au mois de décembre dernier, lors d'une traverse de piétons, il y a une personne qui s'est fait taper, puis ça s'est résulté avec un décès. Fait qu'on veut éviter ce genre d'événement-là qui est rare ici, c'est pas Trois-Rivières, mais on veut que les gens comprennent bien là, les enjeux. Moi, je ferais du pouce sur ce que vous avez dit sur le site d'ASAC, d'aller consulter ça, parce que dans l'épisode, Bill, c'est le pertinent, puis moi, je suis là pour le fun. Mais l'autre fois, j'ai trouvé ça très le fun d'aller consulter la loi sur le stationnement, justement. Tu sais, j'en parlais au début, d'aller voir parce que j'avais comme le questionnement, puis de voir toutes les histoires de 15 mètres d'une bonne fontaine. Puis j'ai pris du plaisir. Fait que ça peut avoir de l'air plate comme conseil d'aller là-dessus, mais des fois, c'est intéressant de lire ça, puis de bien le comprendre parce que il y a toujours un mononcle qui nous a dit « t'as pas le droit de faire ça », puis là, on voit fait que de clarifier puis d'avoir l'information à la source. Surtout que maintenant,
on vit d'une époque où c'est disponible. Il y a à peine 25 ans, je ne sais pas comment j'aurais fait pour avoir accès à ça. Il aurait sûrement fallu que j'aille dans une grande bibliothèque puis je trouve un livre de droit où je ne sais pas comment j'aurais eu accès à ça. Fait que c'est super accessible, c'est quand même bien vulgarisé, malgré que c'est des textes, c'est des règlements. Ils ont quand même pris le temps de le vulgariser pour qu'on comprenne. Fait que je vous invite à juste aller faire un tour là-dessus. Je me sentais bien après avoir lu ça. My God. Belle lecture de chevet. Et oui, je suis plate. Je retourne à mon côté vanille. Ben oui. Je lis la loi maintenant. Tu as raison, le fait que ce soit accessible, c'est le fun, c'est super facile, on peut y aller. Je rappellerai, tantôt, on a dit que oui, il y a le code de la route. Il peut y avoir certaines spécificités dans certaines grandes villes à faire attention. Mais j'ose croire que ça doit être l'affichage, par exemple, doit être assez explicite aussi là, sur les lieux s'il y a des différences comme ça, si on pense aux grandes villes. Sinon, je pense qu'on a fait un super bon tour. Moi, Moi, si je peux me permettre, juste pour vos auditeurs, rappeler que la police est sur la page Facebook, naturellement, Police de Trois-Rivières. C'est un canal d'information qui est très pertinent où, justement, on fait plusieurs activités de sensibilisation. Et puis, oui, on retrouve souvent l'information concernant les traverses piétonnières et la circulation à vélo. Mais j'en profite également pour dire qu'on a notre Messenger. Donc, moi, je gère cette page-là et je réponds quotidiennement à plusieurs questions que les gens nous posent pour des questions de tout acabit. Donc, si, après avoir fouillé certaines réglementations, les gens n'ont toujours pas réponse, on les invite à nous écrire sur notre Messenger et nous fera un plaisir de répondre de façon rapide à leurs interrogations. Je vous remercie tellement pour ça, pour, avoir accepté notre invitation, 2, cette ouverture-là. Je trouve que ça projette une belle image de la police. Il y a trop de gens encore qui pensent qu'on a une police répressive, fermée, qui est là juste pour donner des tickets, justement. Je trouve ça fabuleux, cette ouverture-là, cette disponibilité-là au public. Bravo, vraiment. Merci, en tout cas, de nous avoir invités parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité, on va dire, je vais dire ça de même, de se vendre positivement parce que, oui, souvent qu'autrement, les gens ont des expériences peut-être pas toujours plaisantes avec la police lorsqu'ils se voient remettre un constat d'infraction, mais à l'arrière de ça, il y a toujours le volet sensibilisation. Mais, bon, oui, les gens se plaisent à dire qu'on est un mal nécessaire et puis nous, on a ça notre rôle. Mais merci encore d'avoir eu cette tribune-là pour un petit peu informer le public. Et on est toujours disponible à les renseigner. Et moi, j'aimerais rappeler qu'à la base, tout ce code de sécurité-là, c'est pour notre sécurité. Je veux dire, comme Bill, tu l'as dit, on est vulnérable. Fait que ça vaut la peine de prendre quelques secondes de plus pour justement attendre la lumière traverser, être sûr qu'on ne se fasse pas frapper parce qu'on parle souvent qu'une blessure peut nous nuire dans notre course, mais un accident entre un véhicule et un piéton, c'est clair qu'on en a pour longtemps. Fait que essayez de garder ça en tête aussi, là, qu'il y a votre sécurité derrière. Donc, Luc, est-ce que tu as quelque chose à nous plugger cette semaine pour nos auditeurs? Écoutez, après avoir parlé de notre page Facebook, la vigilance, la sensibilisation, donc oui, on est encore à 2 mois avant de pouvoir avoir l'impression qu'on est dans le printemps. Et puis là, oui, on va faire nos campagnes de sensibilisation pour les passages piétonniers. Donc oui, ceux qui ont quelque chose à plugger, c'est vigilance. Soyez vigilants et justement, les personnes vulnérables doivent se protéger eux-mêmes, peu importe la signalisation qu'on vient de remettre. On a toujours notre responsabilité. Puis, on espère que ces gens-là vont en profiter avant de traverser. On va se dire, regarde, moi je vais arriver à destination puis je vais le faire sur mes 2 souliers de course. J'aime ça. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.